Salut les apprentis rôlistes, on se retrouve pour ce retour de campagne numéro 3. La fois précédente, j'avais parlé de la première campagne où j'avais été maître de jeu, que j'avais fait sur les mois de mars et avril 2016. Et cette fois-ci, on va pouvoir attaquer ce que j'avais fait en mai et juin 2016, qui était en fait la prolongation de cette campagne, parce que mes joueurs étaient assez motivés pour poursuivre un petit peu leur histoire, parce qu'on n'était pas allé forcément très loin, vous l'avez vu, c'était un scénario assez réduit autant dans l'espace que dans le temps au final. Et j'étais tout à fait d'accord avec ça. J'ai aussi eu quelques autres joueurs qui voulaient se rajouter à ça. Mais nous allons le voir, ça a été toujours et encore aussi épique que la première partie. Et toujours et encore aussi débile, voire bien plus. À commencer par le départ de Piclebourg, puisqu'ils n'y sont pas restés, puisqu'ils avaient réussi à faire une sorte de traité de paix entre les humains qui étaient au sommet de la montagne et les gobelins qui vivaient à l'intérieur. Mais avant de partir, on a eu un petit peu de lore qui s'est créé, puisque pendant la grande bataille qu'ils avaient fait pour défendre la ville, on avait vu quelques PNJ qui s'étaient un petit peu mis en avant. Alors, plus ou moins efficaces. Dans les personnages qui étaient vraiment impressionnants, on avait le forgeron de la ville et son assistante qui était capable de faire des charges où il piétinait littéralement les gobelins. Et on avait des personnes qui essayaient plus de tenir un petit peu les barricades qui avaient été faites à la va-vite, presque des remparts quand même. Notamment l'une des serveuses de la taverne qui avait montré quelques velléités à ce niveau-là. Et le... Comment mettre ça en avant? C'était juste complètement idiot. Les héros ont passé quelques nuits à la taverne et à chaque fois, le paladin devait me faire des jets de sauvegarde, enfin des jets de détection, et il savait pas du tout pourquoi. Moi-même, c'est vrai, au départ, je ne savais pas trop pourquoi pendant la première campagne. C'était plus pour le stresser qu'autre chose. Enfin, le stresser, pas vraiment, mais le maintenir dans le rythme, l'embêter, quelque chose comme ça, on va dire. Et là, sur le début de la deuxième campagne, je lui fais refaire ça parce que c'était presque devenu un running gag. Et le barbare, sentant venir le truc, qui a décidé de rester réveillé pendant la nuit. Donc, j'invente rapidement un truc avec cette serveuse justement que le paladin avait un petit peu repéré. Et le barbare la voit un petit peu fuiner dans les couloirs pendant la nuit, notamment à proximité de la chambre du paladin. Donc il regarde, et elle était en train, je sais plus, de fureter, juste de jeter un œil ou quelque chose comme ça. Il l'assomme. Donc voilà, déjà le gros bourrin, le genre de choses derrière, comment est-ce qu'on va s'arranger avec la taverne pour justifier ça. Non, non, il en a rien à faire. Il a décidé de ligoter la serveuse et de l'accrocher au-dessus du lit du paladin. Enfin voilà, ça n'avait vraiment plus aucun sens. Le paladin, pendant ce temps-là, il n'y avait aucune raison qu'il se réveille, donc je l'ai laissé dormir. Il ne savait rien de ce qui se passait puisque c'était échange de petits papiers entre le joueur et moi. Et on va dire à titre de compensation, le paladin a décidé de la prendre sous son aile, tout ça, et elle est tombée encore plus éperdument amoureuse du paladin, parce que c'était juste ça en fait, elle avait un petit peu flashouillé dessus, et du coup elle essayait de l'espionner pendant la nuit. Voilà, il n'y avait rien de méchant là-dedans ou quoi que ce soit. Et le barbare qui s'est dit ah tiens un danger, j'assomme. Voilà. Bref, il quitte Piclebourg et forcément vu que la serveuse était éperdument amoureuse, elle les suit. Donc on se retrouve déjà avec un PNJ de compagnie. C'est en plus du pseudo-dragon du gnome, ce que je vous ai raconté l'autre fois, qui avait décidé lui d'avoir un gnome de compagnie. Donc c'était le personnage joueur qui était
vu comme animal de compagnie par le pseudo-dragon, qui en gros est l'équivalent d'un gros chat, mais avec un dard empoisonné, et des capacités de vol. Donjons et Dragons, on a toujours les mondes de fantasy, et là on est même dans le fantastique, on a toujours des choses qui sont un petit peu n'importe quoi. Toujours est-il, ils partent sur une barge, puisque une fois descendu de la montagne, là le cours d'eau est plus large. Le fameux cours d'eau qu'en tout début de campagne, ils avaient hésité à traverser parce qu'ils ne savaient pas quelle largeur ça faisait et qu'ils ne m'avaient pas demandé. Donc voilà, ils descendent tranquillement avec... je sais même plus si j'avais précisé le type d'embarcation qu'ils avaient, mais c'était quand même quelque chose d'assez long. Et ils arrivent au niveau d'une espèce de... pas tout à fait marécage, parce que l'eau reste... n'est pas tout à fait stagnante. On a... En gros, c'est presque un delta, mais qui ne débouche pas directement sur la mer. On a l'arrivée d'eau qui s'élargit soudainement. Et c'est pas tout à fait aussi clair qu'un lac parce qu'on a pas mal de remontées de buttes émergentes en fait. Donc ça, on est entre un marécage et un lac. Vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et notre groupe de héros arrive et j'avais un ami qui venait jouer à ce moment-là. J'avais prévu de l'action là-bas, un assez gros combat où ils voient leur premier dragon. Mais vu qu'ils étaient encore assez bas niveau, je crois qu'ils devaient être niveau 6, 7, 8 dans ces eaux-là, à part les faire taper sur des dragonnets, c'était pas forcément gérable pour l'équilibrage du combat. Donc je m'étais dit, je fais un combat entre deux dragons et eux peuvent prendre parti là-dedans. Donc j'équilibre entre les deux dragons, sachant que généralement les métalliques sont un peu plus puissants que les chromatiques en jeune âge. Après, quand ils deviennent adultes, ça s'équilibre un petit peu mieux. Mais donc là, on avait un dragon noir qui détenait déjà les marécages et un dragon de bronze qui venait lui contester, un peu plus jeune. Nos héros arrivent, décident de prendre le parti du dragon de bronze. Et mon ami qui était là, du coup, jouait le dragon de bronze. Donc ils font le combat ensemble. Et honnêtement, ça s'est plutôt bien passé comme combat. C'était même plutôt classique, mais standard par rapport à leurs habitudes. Mais par contre, le dragon de bronze qui décide de les accompagner, moi ça m'arrangeait bien parce que les dragons de bronze à la fois sont affiliés à l'eau, donc c'était plutôt logique qu'ils viennent contester une zone aqueuse à un dragon chromatique. Et pas juste pour emmerder un dragon chromatique, parce que métallique et chromatique se détestent, donc s'ils peuvent se battre, ils le font. Pour vulgariser. Mais les dragons de bronze ont aussi des capacités de polymorphie. Donc ce dragon de bronze pouvait prendre une forme humanoïde, plus petite, plus compacte, et les accompagner, tout en gardant ses facultés. Mais déjà, un dragon à cet âge-là, c'est extrêmement puissant par rapport aux autres personnages du groupe, et vous allez le voir dans la suite, ça crée un décalage qui a juste fait des scènes totalement absurdes. Euh, D'ailleurs pour ça aussi que j'avais choisi de plus trop mettre de combat par la suite. Bref, le dragon de bronze décide de les accompagner, et on découvre assez rapidement qu'il est hydrophobe. Mais pas dans le sens l'eau coule dessus. Non, non, il a peur de l'eau. Donc ça c'est le pote qui le jouait qui avait décidé de rendre ça un petit peu plus original, etc. Qui aime bien aussi lui avoir des persos débiles, et finalement ce qu'il faisait bien rentrer dans le ton de la table. On arrive dans l'une des grandes villes du royaume, royaume qui est assez peu peuplé, pour des raisons de lore que j'ai inventées par la suite. Le prêtre dieu du temps qui a eu de gros soucis de migraine, voilà, c'est pas extrêmement précis, mais qui malheureusement a perdu temporairement le contrôle de ses pouvoirs et qui a absorbé l'énergie vitale de à peu près tout un royaume.
Donc on se retrouve avec deux villes en bordure du royaume qui ont un petit peu tenu et qui sont en train d'essayer de repeupler le royaume, notamment avec le projet à Pic-le-Bourg. Mais bon, donc on arrive sur les côtes où on a une ville marchande assez conséquente, de rue sur mer, et nos héros se retrouvent tranquillement à la taverne pour pouvoir un petit peu s'installer, faire leur quartier là-bas. Et là, on commence déjà avec un truc complètement débile. Les dragons ont généralement un charisme qui est absolument débile, ce qui leur permet d'impressionner un petit peu tout le monde, mais pas que. Et là, notamment, on se retrouve avec notre dragon de bronze, sous forme humanoïde, qui garde son charisme, mais qui commence à taper la discussion avec le tavernier, et qui lui rappelle qu'ils sont des amis d'enfance, etc. Jusque-là, ça va. Il essaye de négocier des prix. Sauf que ce dragon de bronze a réussi à convaincre le tavernier non seulement de leur offrir les chambres, mais aussi qu'il était en train de faire une levée de fonds pour soigner des enfants d'une maladie incurable dont était atteinte sa fille, etc. Le tavernier finit par lui filer encore 600 pièces d'or en plus des chambres gratuites, sachant que le tavernier n'avait pas d'enfant. Voilà. Le dragon de bronze a réussi avait un charisme tellement imposant par rapport à un PNJ qu'il a pu le convaincre que il allait aider sa fille. Le tavernier s'est même pas rendu compte qu'il n'a pas d'enfant. Voilà, ça c'est vraiment l'univers Donjons et Dragons quand on a des caractéristiques qui sont absolument hors normes, le type de débilité qu'on peut avoir. Bref, la nuit avance, il y en a qui décident d'aller se balader un petit peu, ils tombent, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il y a une femme qui se fait agresser dans la rue, ça fait un petit peu de bruit juste sous la fenêtre du dragon qui décide de balancer un sort de foudre par la fenêtre sans regarder vraiment ce qui se passe. Et nos coéquipiers, je crois que c'était le barbare et le prêtre, oui, le prêtre qui nous a rejoint aussi, un autre ami qui s'est joint à eux, qui a vite rejoint le niveau de débilité global, mais qui n'a pas spécialement brillé plus que ça. Il avait juste décidé de prendre un petit peu des sorts reliés à la mort, ça se rendait pas trop compte parce que c'était quelqu'un de plutôt jovial, autant le joueur que son personnage. Euh, donc, il tombe sur les deux voleurs qui avaient agressé une femme dans la rue de nuit, et il l'interroge, etc., sans vraiment savoir à quoi ils avaient affaire. Il s'avère qu'il y a une guilde de roublards qui est assez présente dans la ville, et il décide de même pas vraiment hypnotiser, mais juste utiliser le charisme monumental du dragon pour, euh, pour faire du lavage de cerveau aux roublards et les convaincre que en fait il s'agit d'une erreur, ils voulaient pas les attaquer, etc. C'est des petits nouveaux et ils veulent y chercher en fait la guilde. Leur but étant, ils savaient pas trop, soit s'ils avaient suivi le paladin, la justice, etc., démanteler la guilde de roublards, soit un petit peu plus en profiter et éventuellement trouver de bonnes missions et des sources d'argent, d'équipement, de niveau, etc. Enfin bref, en profiter un petit peu sans vraiment savoir exactement comment ils allaient faire. Et là, on atteint la première connerie. Notre roublard, je vous l'avais dit, le gnome était plutôt discret. Mais tellement discret que ses coéquipiers, quand ils vont dans une guilde de roublards, ne pensent pas à l'emmener. Littéralement, ils sont partis. Un semi-orc barbare, un dragon sous forme humanoïde, et un prêtre sont partis dans une guilde de roublards sans emmener leur propre roublard. Alors que c'est littéralement la personne de l'équipe à qui ça aurait le plus servi. Voilà, c'est des vrais bras cassés, mais c'était super sympa à jouer.
Je pense que la vidéo aujourd'hui va être particulièrement longue, j'espère que vous êtes bien accrochés, sinon n'hésitez pas à faire des pauses pour penser à vous réhydrater, faire autre chose, voilà.